Vivez, soufflez, respirez. Une série de podcasts que la Sofmer vous propose suite au 38e congrès annuel qui s'est tenu au Havre en octobre 2023 pour vous permettre d'aller à la rencontre des orateurs. Épisode 5, MPR et appareillage, intégrer les technologies à la physiologie du patient, avec Jean Paysan, professeur de MPR, directeur médical de l'Institut régional de réadaptation de Nancy, et Elena Burger, professeure de MPR à la University Rehabilitation Institute de l'Université de Ljubljana. Bienvenue. Professeur Paysan, bonjour. Bonjour. Quelles sont les dernières avancées, les dernières innovations en termes de technologie, de matériel concernant les prothèses ? Alors, il y a beaucoup d'innovations. La cible, c'est de pouvoir vraiment intégrer les procédés technologiques qui sont de plus en plus performants dans la physiologie restante du patient. Donc ça, c'est extrêmement important. Donc il y a aujourd'hui des solutions avec des informations qui viennent de capteurs extérieurs, qui viennent de l'environnement, de l'activité. Mais il y a aussi des régulations entre les différentes articulations. Par exemple, entre le genou et la cheville, maintenant on a des prothèses qui réfléchissent, qui travaillent un petit peu comme le corps humain. Ça, c'est quand même des choses nouvelles. Et de nos jours, on entend parler de technologies qui sont en fait de plus en plus avancées. Mais est-ce que ces technologies sont finalement suffisamment intégrées à l'individu et prennent en compte les spécificités de chaque individu ? Ça, c'est une bonne question parce que le résultat final, ça dépend de son intégration. On peut avoir une prothèse extrêmement technologique, mais si elle n'est pas en lien avec la commande, l'activité des gens, la sensibilité, même la proprioception des gens, elle ne va pas être performante en soi. Donc c'est le lien entre des nouvelles procédures technologiques et aussi comment on apprend à les utiliser. Donc c'est tout le champ de la médecine de réadaptation, de la médecine de rééducation de la personne appareillée. Il ne faut pas croire qu'une prothèse, c'est comme un acte chirurgical où vous bénéficiez de votre arthroplastie de hanche et de genou, puis après, vous marchez avec et ça va. Non, il faut que ce dispositif qui est vivant, mécanique, il s'intègre à votre corps. Ce n'est plus une intégration d'histocompatibilité, c'est-à-dire que les tissus de la prothèse de hanche ou de genou s'intègrent à l'os. Non, c'est que la prothèse qui va faire la fonction de préhension quand c'est le membre supérieur, la fonction de marche quand c'est le membre inférieur, il faut que tous ces dispositifs s'intègrent à quoi ? Au système nerveux et au cerveau, à la moelle, aux nerfs du patient. C'est ça la question. Et justement, comment se fait ce lien entre les médecins, les patients et les industries, les startups, ceux qui développent des prothèses? Est-ce que cela se fait suffisamment en amont aujourd'hui, de nos jours? Voilà. Il faut absolument d'abord de penser le besoin du patient. Or, le besoin du patient, qui le connaît ? Le meilleur, c'est le patient, premièrement. Mais c'est aussi les équipes de soins qui ont l'habitude, c'est-à-dire des kinésithérapeutes, des médecins de réadaptation, ils connaissent le patient. Donc, ils voient les besoins et après, les solutions technologiques sur le marché existantes ou à créer doivent partir de là. C'est quelque chose qui est bottom-up. Ça part du sol et voilà, on part du besoin. Et c'est pas se dire « Oh, il y a une technologie formidable que les ingénieurs de je ne sais où ont trouvée et maintenant on va savoir qu'est-ce qu'on va en faire. » Et non, ça marche pas. Alors c'est pas pour ça que la recherche fondamentale et de d'autres domaines applicatifs robotiques notamment ne sont pas intéressants à utiliser. Mais pour que ça morde et que ça marche, il faut que ça parte d'un vrai besoin. Et parce que s'il n'y a pas de vrai besoin, la solution ne sera pas adaptée. Et puis, l'appareil, il reste au placard. Il ne va pas être utilisé. Ou mal utilisé. Oui, mais dans le même temps, le temps de la recherche est beaucoup plus long, si je puis dire, que le temps du besoin. Un patient aura besoin de quelque chose tout de suite. Le temps de la recherche est beaucoup plus long. C'est un temps long, mais dans la recherche, il faut prendre le temps de construire les bonnes solutions. Et tout ça avance petit à petit. Mais c'est pas... Aussi, il y a le domaine de la recherche et de l'apparition des dispositifs médicaux, mais il y a aussi le temps de l'intégration par apprentissage du patient. Parce qu'il ne faut pas croire que c'est quand on lui met la prothèse que c'est fini. On se rend compte, et des travaux biomécaniques et de neurosciences montrent que c'est au bout d'un temps relativement important, et en amputé de membre supérieur, par exemple,
on voit encore des progrès au bout d'1 an, 2 ans d'usage. Une amélioration de fluidité du mouvement, de caractère mécanique, de qualité mécanique du mouvement, sur un plan cinétique, sur le plan cinématique, qui continuent à le faire. Et c'est normal, parce que nous-mêmes, qui ne sommes pas amputés, on apprend toute notre vie. Nos performances motrices, tout ça, nos aptitudes, elles progressent toute leur vie. Et pourquoi qu'une personne qui est appareillée, ça ne serait pas pareil? Donc, et là, il y a fusion du dispositif avec la personne, et toute sa vie, il continue à s'améliorer. Je me tourne vers vous maintenant, professeur Burger. Alors d'après vous, le nombre d'articles scientifiques fiables dans les domaines de la MPR et des prothèses est assez faible. Il y aurait un manque de données probantes. Pouvez-vous nous expliquer quelles sont les lacunes de ces publications et comment y remédier ? Plusieurs raisons sont à l'origine de ce manque de données probantes. Parfois, c'est parce que c'est difficile d'avoir un nombre suffisant de patients à inclure dans nos études. Parfois, c'est parce que nous ne sommes pas assez entraînés pour faire de bonnes recherches, même si nous nous améliorons, mais c'était un vrai souci jusqu'à récemment. Comme le professeur vous l'a dit, il y a un renouvellement très rapide des composants disponibles pour les prothèses. Et nous n'avons pas assez de temps pour faire des recherches et voir si le matériel est vraiment aussi performant que les entreprises le disent. Nous pouvons nous tromper sur la performance du matériel en comparaison avec ce qui nous a été présenté. Ce qui est important, c'est de définir dans chaque domaine l'étude à effectuer pour aider à la réadaptation des patients et faire un bon travail, collecter des données fiables et faire de bonnes études cliniques sur un nombre suffisant de patients. Merci pour ces précisions. Je change de sujet pour évoquer le prochain congrès de la Société européenne de médecine physique et de réadaptation qui aura lieu dans un pays que vous connaissez bien. Every 2 years, it organizes a congress, and next congress of ESPRM will be in Ljubljana. Tous les 2 ans, la Société européenne de médecine physique et de réadaptation, l'ESPRM, organise un congrès. Et en 2024, il a lieu à Ljubljana du 24 au 27 avril. Nous avons la volonté de couvrir tous les champs sur lesquels nous travaillons, des enfants aux personnes âgées, de l'ensemble des pathologies que nous traitons aux nouvelles technologies. So we already have many plenary speakers who organize workshops. Nous aurons de nombreux intervenants. Nous organisons des ateliers, des sessions spéciales, dont celle concernant l'architecture que M. Paysan va vous présenter. Nous aurons des intervenants clés pour la conférence d'introduction, des experts, des communications affichées, des symposiums. Nous serons ravis d'accueillir nos collègues français qui ont d'excellentes recherches à partager. C'est une très belle ville, calme, comme le pays. Vous pourrez tester notre nourriture, visiter et participer au congrès. Sightseeing and participate at the Congress. Professeur Paysan, vous allez justement intervenir dans ce congrès sur un sujet qui porte à la fois sur l'architecture et sur la MPR. Est-ce que vous pourriez nous en dire un peu plus en exclusivité ? Oui, c'est un sujet un peu original. Et c'est vrai qu'on l'a travaillé dans le cadre de l'Académie européenne de réadaptation avec le professeur Perwin Verbe de Nantes. Et moi-même, quand nous les avions accueillis, tous les académiciens d'Europe de réadaptation à Nancy. Et ce sujet-là est vraiment intéressant à 2 titres, à mon avis. Le premier titre, c'est qu'on pense que les conditions architecturales et fonctionnelles d'un centre ont un impact extrêmement important sur la qualité de la récupération des patients. C'est-à-dire que si vous exposez le patient dans des belles conditions, de lumière, d'ouverture au monde, de dynamique, vous pouvez créer des facteurs favorisants pour la qualité de leur récupération fonctionnelle. Donc ça, c'est quelque chose qui est très, très intéressant. Le deuxième aspect, c'est que notre métier de réadaptation, ce n'est pas un métier comme les autres, ce n'est pas une médecine comme les autres. Notre médecine, elle se fait avec beaucoup de paramédicaux, c'est des coordinations d'équipes paramédicales, c'est aussi une ouverture d'esprit vers la fonction, vers la participation des gens, dire dans leurs activités de vie quotidienne, mais aussi dans leurs perspectives professionnelles. Donc, c'est là l'importance des plateaux techniques spécialisés de rééducation et de réadaptation.
Et là, si vous voulez, c'est pas du tout la même conception qu'un hôpital classique. Or, qu'il y ait des compétences et des cahiers des charges spécifiques pour la réadaptation à travailler pour les architectes. Or, c'est bien nos patients et nous-mêmes qui savons ce qui est bon et ce qui est nécessaire pour l'architecture. Or, les modèles architecturaux d'hôpitaux, de chirurgie ou de médecine ou de réanimation sont totalement inadaptés à nos structures. Donc c'est ça, c'est essayer d'écrire les fondamentaux d'un centre de médecine de réadaptation où les gens vont avoir une forme de progression dans l'autonomie, une progression dans le home training, une progression aussi dans des activités de prévention, dans des activités collectives, dans des activités plus sociétales. Oui, c'est ça le milieu de la réadaptation. Eh bien, les locaux, il faut qu'ils soient là pour permettre ça dans de bonnes conditions. Or, nous avons réfléchi avec des architectes. Et donc, on va faire une petite session, je pense, qui devrait être intéressante à Ljubljana. Et puisqu'il s'agit d'un congrès européen, est-ce qu'il y a des pays qui sont plus en avance que d'autres sur ces questions-là ? Oui, alors il y a des pays qui ne sont pas forcément sur ces aspects spécifiques de la réadaptation, mais qui ont des ouvertures d'esprit en termes d'architecture. Et on pourrait comparer ça, si vous voulez, dans les années 20 à 30, dans le monde industriel. Eh bien, il y a eu tous des concepts extrêmement importants aux Pays-Bas notamment, dans le nord européen, où on s'est rendu compte que les conditions de qualité de vie au travail des travailleurs permettaient d'augmenter la production et la productivité des gens. Eh bien, c'est pareil. Nous, notre production et notre productivité, c'est le soin aux patients. C'est produire mieux, c'est-à-dire soigner mieux, soigner plus rapidement, tout ça. Donc, vous voyez, toute cette idée de l'impact de l'architecture sur le produit fini, et tout le produit fini, c'est le patient. Le patient qui récupère de l'autonomie, et ça c'est formidable, qui a son projet de vie, qui améliore sa qualité de vie. C'est ça le métier de la réadaptation. Et donc, c'est un allié de plus, l'architecture, en plus de nos techniques. Je vous remercie pour toutes ces informations. C'est avec plaisir. Merci. Vivez, soufflez, respirez. Un podcast de la Société française de médecine physique et de réadaptation. Retrouvez les autres épisodes sur le site internet de la Sofmer. À bientôt!